Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'est-ce que cette milice patriote dont on parle désormais ? Eh bien, c'est une autre milice, un peu à l'image de Wagner, composée de mercenaires. Elle est beaucoup moins connue et il est difficile de savoir combien ils sont. On sait en revanche que les membres sont pour la majorité des anciens des forces spéciales, des anciens de la direction de l'état-major des forces armées de la Russie. On sait aussi que cette milice est affiliée à Sergueï Shoïgou, vous le connaissez, cet homme, le ministre de la Défense, en poste depuis plus de 10 ans. Il serait payé au moins 10 fois plus qu'un soldat de l'armée régulière. On sait qu'ils ont été particulièrement actifs en Syrie en 2018. Eh bien, cette milice serait aussi à pied d'œuvre en Ukraine, comme Wagner. Voilà ce qu'affirme le porte-parole du groupement de l'armée ukrainienne, Serhiy Cheverati. Un mot encore de Shoïgou, le parrain des patriotes. On va l'écouter, peut-être. On n'a pas le son, d'accord, on n'a pas le son de ce porte-parole. Alors un mot encore, Shoïgou, le parrain des patriotes, et Prigojine, le fondateur et chef de Wagner, n'ont jamais caché leur rivalité. De là à imaginer une guerre d'influence qui se joue, c'est une hypothèse, mais les deux groupes n'ont sans doute ni la même taille, ni le même impact. Bon, on dira un mot de cette missile patriote, mais soulignons que juste au même moment, Wagner diffuse de nouvelles images, et des images à peine croyables de ces nouvelles recrues, entre guillemets. Oui, on avait déjà évoqué le fait que Wagner ne se contentait plus des prisons russes, mais étendait son recrutement aux prisons africaines. Eh bien, la milice a diffusé la vidéo de cet homme en tenue militaire. Il vient d'arriver à Bakhmout, le plus dur des combats. On aperçoit Prigojine à sa gauche, et voici ce que ce soldat raconte de son histoire. Вы из какого города? С Москвы. С Москвы? С Кот-д'Ивуара. Кот-д'Ивуар страна. Да. Как вас сюда занесло? Я на войне пошел. Почему решили пойти? Но надо защищать. Я как... Вторая родина. Да, вторую родину. У вас гражданство есть в России или нет пока? Еще нет. Кот-д'Ивуар, да, есть? А вот надо гражданство таким защитникам нашей страны. Спасибо. Cet homme est-il lui-même prisonnier? Si oui, se trouvait-il en Russie ou en Afrique? Est-il là de son plein gré? Avait-il le choix? C'est impossible de le savoir. По контракту. За что сидели там? Не рассказывай, не рассказывай. Это не надо, у нас никто не spрашивает. Да. Интересно. За что? Как воевал, надо задавать вопросы. А за что сидел, это не вопрос. Prigojine qui se multiplie ces derniers jours comme pour affirmer son leadership. En quelques heures, on l'a vu ici sur la base d'entraînement des Wagner. On l'a vu aussi au milieu des blessés ici près d'Anapa au sud de la Russie et même au milieu des morts ou encore ici à l'intérieur d'une morgue et même au mémorial dédié aux soldats de Wagner. Voilà, Prigojine, plus présent que jamais au front, en première ligne, c'est le message qui lui est diffusé. Mais quel regard portez-vous sur ce témoignage, Jean-Dominique ? Alors, sur ce malheureux Ivoirien dont on ne sait rien, voilà, c'est consternant. Ça montre que l'État d'aller chercher un pauvre R dans une prison ivoirienne ou je ne sais où, peut-être est-il en prison en Russie, enfin on ne sait rien. Tout ça, c'est lamentable. Enfin, ça, on voit que ça se passe pas bien, quoi. Je veux dire, quand on en est là. Vous savez, toutes les armées, quand elles ont du mal à recruter, elles vont chercher ce qu'elles trouvent. Toutes les armées ont connu ça. Hein. L'armée française elle-même, à certaines époques, était assez peu regardante sur le passé des gens qu'on envoyait en Indochine, par exemple. Je veux dire, voilà, vous avez fait un peu de prison, vous avez été dans les SS, bon, bah, c'est pas grave, allez vous faire trouer la peau du côté de Dien Bien Phu, c'était pas si important. Donc, voilà, c'est triste, mais il n'y a pas plus de choses à en dire. En revanche, sur la rivalité... Alors là, on va y venir. Mais Anne, simplement un mot, parce que on est saisi, et on ne sait pas quoi penser quand on regarde ces images, et quand on écoute ce témoignage, tel qu'il est présenté, tel qu'il est affiché, tel qu'il est mis en scène. Anne. Alors, ce que je constate en fait, c'est que ce n'est pas l'Ivoirien qui parle, c'est M. Prigojine. Qui lui dicte les réponses. Et donc, il y a là clairement en fait un montage qui est là pour montrer que M. Prigojine existe.
Alors, M. Prigojine, là aussi, dans les informations qui circulent en ce moment et dans les enquêtes d'opinion qui ont été faites, il y en a notamment une sur les hommes de l'année. Alors, l'homme de l'année, nous devinons tous qui c'est, pas besoin de le citer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en queue de liste qui y a. Ce qu'on voit, d'une part, c'est qu'on cite M. Kadyrov, vous savez, Ramzan Kadyrov, le chef de la République de Tchétchénie. Par contre, le général Sourovikine, lui, il apparaît très, 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 très bas. Il apparaît, mais pour 2% des gens, simplement. Et là où je le responsable de cette opération d'invasion désormais. Par contre, M. Prigojine n'apparaît pas du tout dans cette liste. Ouais. Et donc, c'est quand même un signe qui montre que nous lui donnons probablement peut-être plus d'importance qu'il en a dans les faits. Bon, alors, c'est sur la méthode, en fait, sur la... cynisme, c'est un peu le mot qui vient à l'esprit, le cynisme, François. Écoutez, Prigojine a expliqué aujourd'hui, publiquement, qu'il n'avait pas pu prendre Bakhmout parce que les Ukrainiens avaient trop bien aménagé le terrain, que donc il s'était heurté à des défenses trop fortes et qu'il n'avait pas été suffisamment soutenu en termes de blindés et de logistique, ce qui est une attaque quasi directe contre l'armée russe. Prigojine avait probablement, c'est l'impression que l'on a en l'écoutant aujourd'hui, avait probablement promis de prendre Bakhmout pour le Nouvel An, comme cadeau. Il a échoué, et il explique pourquoi il a échoué. Et même avec un Ivoirien, il n'y arrive pas. Christophe. Ce soldat ivoirien, c'est sans doute un soldat de Wagner, effectivement, mais récupéré en Afrique déjà. Alors, est-ce qu'il était en prison en Afrique ou ailleurs parce que Wagner est quand même présent assez en Centrafrique, au Mali, on le sait. Et on avait déjà expliqué qu'il y avait du recrutement dans ces prisons là-bas. Absolument. D'abord, les soldats de Wagner, ils arrivent de beaucoup de pays en réalité, sauf des pays européens. Et donc, effectivement, Anne de Tinguy l'a souligné justement, il ne répond pas, lui, il se contente de sourire, mais il a un bon visage d'ailleurs. C'est Prigojine qui répond aux questions, et c'est Prigojine qui le pousse à répondre. Je ne sais pas si d'ailleurs il parle russe ou pas en plus, mais c'est un moyen effectivement pour Prigojine de se mettre en valeur, en disant mais moi je recrute partout, j'ai des soldats qui viennent du monde entier, sans plus. C'est une manière pour Prigojine de se mettre en valeur, en effet. Bon, cette deuxième milice patriote, est-ce qu'il faut la prendre au sérieux ? Et est-ce que la montée en puissance de ces milices, effet d'affichage ou réalité, témoigne à contrario de la faiblesse de l'armée russe ? Et on a très peu d'informations sur cette milice patriote dont on ne sait honnêtement pas grand-chose. Ses liens avec le ministre de la Défense, Shoigu, tout ça est assez étonnant. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement des multiplications, notamment il y a une milice qui était en train d'apparaître, alors je ne sais pas où dans la région, dans l'oblast du Donetsk, par un ancien oligarque local qui s'appelait Sarkissian, Armène Sarkissian, qui est un peu un instrument de l'armée contre Wagner. Parce que le fond du tableau, c'est la haine profonde entre Wagner et l'armée. Ça, c'est vrai depuis des années. C'était vrai en Syrie, c'est vrai au Mali, et c'est vrai encore plus aujourd'hui en Ukraine. Ils se détestent. Autrement dit, Jean-Dominique, quand on présente souvent Prigojine, le patron de Wagner, comme une alternative possible, soit Shoigu, c'est-à-dire comme chef de l'armée, soit Poutine lui-même, on rêve éveillé. Alors, je ne sais pas quel est exactement l'instrumentalisation de Wagner par le Kremlin. Ça, c'est un autre... En tout cas, ce dont on est sûr, mais vraiment sûr, sur lequel il y a... par exemple, nos services de renseignement le savent parce qu'ils ont des preuves là-dessus, c'est qu'il y a une rivalité, et plus qu'une rivalité, une haine de l'état-major russe vis-à-vis de Wagner. Et je pense que Wagner, il en va de même, il méprise... François, mais on est d'accord qu'il y a un géant et un nain. La question de la ville de Bakhmout, il y a une rivalité à Bakhmout entre Wagner, qui en avait fait son point de fixation,
et le général Sourovikine, le nouveau chef de l'armée russe, qui doit impérativement offrir une victoire à Vladimir Poutine. Il a été nommé pour lui offrir une victoire. S'il ne lui offre pas une victoire, il perdra son poste. Et donc, il se joue des choses. Mais encore une fois, dans toutes les armées, dans toutes les guerres, il y a des rivalités entre les chefs militaires. Même dans les armées les plus... Nous, en France, on a connu ça en 1944 entre Delattre et le général Leclerc. Ils étaient rivaux, ils se parlaient pas, ils se détestaient, ils s'insultaient. Donc, c'est un grand classique. Le problème, là, c'est que ça se passe entre une armée qui fonctionne vraiment pas très bien et des armées privées. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau dont la Russie nous offre le spectacle. On voit des choses, plus l'armée des Tchétchènes, plus des groupes dont on ne sait pas vraiment d'où ils sortent, et donc maintenant, ce nouveau groupe patriote dont franchement, j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement alors? Alors, pour moi, c'est clairement le signe d'une montée des tensions internes au sein des groupes dirigeants à Moscou, et d'autre part des rivalités, vous venez de le souligner, et ce sont des tensions et des rivalités qui, dans le contexte de cette guerre et la façon dont les choses se passent, ne vont clairement que s'accentuer. En fait, qu'est-ce que ça montre? Pour moi, il est clair que ça montre une déliquescence du pouvoir en Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que toutes ces milices qui pullulent? Pourquoi est-ce que Wagner prend apparemment autant d'importance? Et pourquoi est-ce que le pouvoir en place laisse ces rivalités augmenter? Et donc, en réalité, on voit que ce qui pourrait être, ce qui est conçu apparemment comme des atouts pour le pouvoir russe, je veux parler de la mobilisation, je veux parler de Wagner, je veux parler d'un certain nombre de choses, en fait, ça devient une source de désordre supplémentaire. Au lieu de permettre à la Russie de relancer son offensive, de reconstituer ses forces, en fait, la Russie s'affaiblit elle-même. Les forces armées s'affaiblissent elles-mêmes. C'est à la fois une conséquence et peut-être une cause aussi. Et à la fois de cause et l'affaiblissement. conséquence. Christophe et puis François. Oui, cette affaire de milice, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, pour un Prigojine, par exemple, si jamais à la fin, il y a un renversement d'un Vladimir Poutine, il a son armée privée. Un Shoigu qui parraine une milice patriote dont on ne sait pas grand-chose, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un moyen de prendre éventuellement le pouvoir le jour où ça sera envisageable ou possible. Par ailleurs, je rejoins tout à fait ce que disait Anne de Tanguy, c'est-à-dire que ça montre une certaine déliquescence. Et surtout pour une armée, commander déjà une coalition, c'est quelque chose de difficile, mais commander des gens qui sont rivaux sur le terrain avec un Prigojine qui critique l'armée russe, c'est extrêmement compliqué. Or, pour commander une opération comme celle-là, il faut avoir une unicité de commandement, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour gagner, ça me paraît difficile, en effet. François? Oui, deux points. D'abord, effectivement, le général Sourovikine a été nommé pour introduire cette unité de commandement dont parle Christian. Et visiblement, il n'a pas obtenu que Wagner soit intégré dans sa... Deuxième observation sur la déliquescence. Et ça m'a fait penser, mais à l'envers, de ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. En 2014, les Russes prennent la Crimée, dans un coup de main absolument remarquable du point de vue de l'exécution militaire et stratégique. Et les Ukrainiens ont une armée qui est totalement à volo, et ce qui va sauver les Ukrainiens dans le Donbass, à l'époque, ça va être quelques unités de l'armée et surtout quelques milices privées. Il y avait des milices privées en Ukraine à l'époque. Il faudra ensuite 2 à 3 ans pour que l'Ukraine parvienne à intégrer ces milices, dont le fameux bataillon Azov, dont on a beaucoup parlé lors du siège de Mariupol. Et il a fallu 2 ou 3 ans pour les intégrer dans ce qui est devenu aujourd'hui une des armées les plus compétentes du continent européen, sinon la plus compétente du fait des événements qui l'ont obligé à apprendre très vite à faire des choses très compliquées et très créatives. La Russie est en train de suivre le chemin inverse. La déliquescence, la milicianisation, c'est pas très bon. Bon, on est au début d'une année nouvelle.
Et je voulais simplement vous entendre sur la question qui, moi, m'anime beaucoup. C'est que j'entends de plus en plus de gens dire « le front ne bouge plus depuis 2 mois, depuis que l'armée ukrainienne a repris Kherson. L'armée ukrainienne ne peut pas vaincre militairement, pas vaincre la Russie, elle ne va pas aller à Moscou. Quand on dit une victoire, on entend revenir aux frontières du 24 février d'avant l'invasion. Ça, on l'entend de plus en plus. Et je voudrais que vous écoutiez par exemple Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur français à Washington, mais parmi beaucoup d'autres voix, écoutez-le, il était l'invité hier de Julien Arnaud. La négociation entre les deux adversaires, c'est improbable. Donc, est-ce qu'il y aura une victoire décisive qui mettra un terme à la guerre en 2023 ? Apparemment, les spécialistes disent non, parce que les Ukrainiens résistent. Et la Russie, c'est quand même la Russie. La Russie, c'est quand même la Russie. N'imaginons pas que l'Ukraine puisse la vaincre. Est-ce que vous partagez cette idée qu'une victoire militaire serait impossible, François ? Tout dépend, comme au XXe siècle, de la solidité du régime. Non pas des armées, mais du régime. En 1905, lorsque la Russie est face au Japon, c'est la révolution de 1905 qui va servir d'arbitre des événements en Russie. En 1917, devant les opérations allemandes contre la Russie pendant la Première Guerre mondiale, c'est la révolution qui va régler le conflit au profit de la Russie à ce moment-là. Au profit de l'Allemagne, pardon, à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la solidité intrinsèque des deux régimes. Je pense que celle de l'Ukraine est très forte, mais en fait, dans la profondeur, on ne sait pas trop. Et dans le cas de la Russie, on en sait encore beaucoup moins. Cette guerre se terminera, pour moi, du fait de l'élimination de l'un des combattants, non pas par une victoire sur le champ de bataille, au sens classique du terme. Et en cela, je rejoins Gérard Haraud. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y aura un Austerlitz qui, en soi, va amener des négociations de paix et le traité qui s'en suivrait. On aura plutôt un choc très violent à l'intérieur de l'un ou l'autre pays, et plus probablement en Russie qu'en Ukraine. C'est pour ça que l'affaire des mobilisés et des conscrits qui ont été tués en masse ces 2 derniers jours est tellement importante. Et quant au fait que le front ne bouge pas depuis 2 mois, franchement, depuis plus de 10 mois que la guerre dure, le front n'a pas beaucoup bougé en dehors du mois de mars, du mois d'août et du mois de novembre. Il a bougé pendant 3 mois sur 10-11. Non, mais c'est très intéressant. Donc, je veux dire, moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait au plan militaire. Ce que je note, c'est que les Russes n'ont tout simplement pas suffisamment de soldats pour pouvoir faire une guerre des tranchées sur toute la longueur du front. Ça, c'est tout simplement pas possible. Ils n'ont pas les hommes nécessaires. Donc, la guerre de mouvement peut très bien reprendre au profit de l'un ou de l'autre. Et les Ukrainiens craignent une offensive russe au printemps. Je pense qu'ils n'ont pas tort de s'y préparer, mais je pense que l'inverse est non moins vraisemblable. Donc la guerre de mouvement, moi je ne l'écarte pas du tout. C'est pas parce qu'il y a la boue. En ce moment, il n'y a pas de neige. Il y a la douceur du climat. C'est comme chez nous. C'est vraiment la merde. Plus personne ne peut bouger. C'est la boue. Donc les opérations militaires, elles s'arrêtent parce que plus rien ne bouge. Christophe, est-ce qu'une victoire militaire ukrainienne est possible ou impossible ? Alors, il y a déjà une victoire militaire ukrainienne dans le sens où Kiev n'a pas été conquise par les Russes, où finalement ils ont stabilisé. Ça, c'est résister, c'est pas gagner. C'est-à-dire revenir aux frontières de 24 février. Le front. Reprendre tous les territoires conquis par les Russes me paraît extrêmement difficile. Aujourd'hui, les 2 parties sont un peu à l'os. Ils ont besoin de munitions, ils ont besoin de canons. On voit bien que la ligne de front bouge peu, que de part et d'autre, ils utilisent leur artillerie. En fait, c'est un combat d'artillerie. Alors, avec des missiles plus ou moins précis, mais on tape sur quoi ? On tape d'un côté sur les infrastructures énergétiques, de l'autre, on tape sur les casernes dans lesquelles se trouvent des soldats. Donc, en fait, on cherche à détruire chez l'autre toute volonté de résistance. Et c'est là où je rejoins François Hesbourg. C'est comment est-ce que ça se finit ? Ça peut ne pas se finir, sauf événement majeur dans l'un des 2 pays. Quel sera-t-il ? J'en sais rien. C'est cette capacité à résister, cette capacité à durer, finalement. Jean-Dominique.
Pour répondre, oui, je pense qu'une victoire militaire est possible parce que aujourd'hui, on voit quand même, depuis 10 mois, on a une expérience, on voit les choses, un peu plus, bientôt plus de 10 mois. Clairement, la Russie ne gagne pas cette guerre et l'Ukraine fait la démonstration d'une formidable compétence militaire. Ça, et de résistance politique par ailleurs. Donc, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Donc, je laisse les scénarios ouverts. Je me garde de toute prévision. Mais je n'exclus absolument pas que ce soit possible. Et juste une précision qui vaut pour cette guerre comme pour les autres. La guerre, c'est pas un phénomène linéaire. C'est-à-dire, la guerre, elle a des longues phases de stabilité, puis des ruptures brutales. On les a vus à l'automne, à la fin de l'été, avec Kharkiv puis Kherson. On peut en revoir brutalement. En quelques jours, la situation peut changer. Mais donc, je pense que les Ukrainiens ont déjà gagné la guerre, en réalité, en renversant le rapport de force de manière inattendue. Peuvent-ils reconquérir la totalité de leur territoire? En tout cas, ils le souhaitent. Et jusqu'à présent, ils font la démonstration d'être compétents face à des gens qui font la démonstration inverse. Donc, ça reste une question ouverte pour moi. Anne? Pour moi aussi, ça reste une question ouverte. D'abord, qu'est-ce que c'est que la victoire? La victoire, c'est amener les envahisseurs à quitter le territoire qu'ils ont envahi par les armes, mais aussi éventuellement par la négociation. Et puis, d'autre part, qui aurait cru il y a un an que nous en serions aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes? Rappelons-nous quand même qu'au début de la guerre, on ne donnait pas cher de l'Ukraine. Rappelons-nous que le président des États-Unis a offert au président Zelensky de l'héberger, de l'évacuer. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu une dynamique en faveur de l'Ukraine qui est tellement grande. Oui, l'Ukraine a déjà vaincu par bien des côtés, que je crois que cette dynamique, elle n'est pas du tout arrêtée pour le moment, même si sur le terrain, les choses sont figées. Et enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est très bref, c'est une phrase, accepter, admettre l'impunité de la Russie. Alors là, je crois qu'il y aurait un coût que nous, Européens, nous allons avoir à payer qui serait très lourd. Ouais.